grands événements de cette guerre froide, notamment ceux de la décennie des années 1980. Je commence par la guerre d'Afghanistan qui marque le début de la guerre fraîche et donc du retour des tensions. Cette guerre d'Afghanistan, donc, elle se passe en Asie centrale. Le pays va être envahi par Moscou et les rebelles afghans qui résistent à l'occupation communiste vont être soutenus, ravitaillés et financés par les États-Unis. Donc la guerre d'Afghanistan, c'est comme la guerre du Vietnam, mais les rôles sont totalement inversés. Donc là, vous voyez une carte qui montre l'invasion du pays par Moscou en 1979. Il va y avoir des parachutages, des opérations commando et une avancée de colonnes de blindés. Puis après, à partir des grottes et des montagnes, les rebelles qu'on appelle des Moudjahidines vont mener la vie dure aux troupes communistes et vont commencer une véritable guérilla qui va être très dangereuse et redoutable pour la Russie. Sur cette photo, vous voyez donc un rebelle afghan en tenue traditionnelle, on les appelle ces rebelles des Moudjahidines, et il porte malgré sa tenue une arme de haute qualité pour l'époque, un missile Stinger, anti-avion, anti-hélicoptère, qui lui a été livré justement par Washington, par la CIA. Et c'est dans le cadre de cette guerre d'Afghanistan des années 80 qu'apparaît un certain Ben Laden qui se fera connaître plus tard pour les attentats du 11 septembre. Ensuite, on a l'année 1983, pas beaucoup évoquée dans les livres d'histoire, mais pourtant particulièrement tendue et redoutable, avec une série d'événements qui ont failli mener à une guerre nucléaire. D'abord, on a l'invasion de l'île de Grenade par les États-Unis, où Washington va renverser un gouvernement communiste. C'est l'opération Urgent Fury, donc à Grenade. Donc ça, c'est en 1983. On a également en septembre, on est passé à deux doigts d'une guerre nucléaire, parce qu'en fait, je vous explique, vous avez un soldat russe qui voit sur son écran radar qu'on lui signale donc que les États-Unis ont lancé des armes nucléaires contre l'URSS. Et si il avait suivi la procédure, c'est-à-dire qu'il avait prévenu sa hiérarchie, au lieu de d'abord vérifier la qualité de son matériel, s'il n'avait pas vérifié son matériel pour voir qu'il s'agissait d'un bug, on aurait sans doute eu une guerre nucléaire. Donc un bug informatique, si vous voulez, a failli créer une guerre atomique qui est la destruction d'une partie de la planète. Donc c'est un des événements les plus graves depuis la crise de Cuba de 1962. 1983, on est aussi à l'apogée de la crise des euromissiles. De quoi s'agit-il ? Les communistes ont installé des fusées de portée intermédiaire qu'on appelle des SS-20 qui ciblent directement l'Europe occidentale. Les États-Unis et leurs alliés essayent de négocier pour que les Russes enlèvent leurs missiles. Les soviétiques refusent. Du coup, les États-Unis installent en contrepartie des missiles nucléaires Pershing en Allemagne et en Angleterre pour faire face aux missiles SS-20. Ça a donné lieu donc à la phrase assez célèbre de François Mitterrand « Le pacifisme est à l'ouest et les euromissiles sont à l'est ». Je pense qu'il s'agit là d'un rapport inégal. Il s'opposait ainsi au mouvement antinucléaire et pacifiste qui ne voulaient pas installer des missiles Pershing sur leur sol. Donc la crise des euromissiles, 3 événements majeurs en 1983. La guerre froide, elle prend fin avec notamment la célèbre chute du mur de Berlin. Alors, cet événement n'est pas apparu par hasard, il a été suivi par toute une série d'étapes intermédiaires. C'était plus un processus qu'un événement soudain. C'est pour ça que je vous ai fait une chronologie. Déjà, cette chute du mur de Berlin elle a été possible parce qu'en URSS, on n'a pas un dictateur sanguinaire comme Staline, on a Gorbatchev qui est plutôt un réformiste et un libéral. Deuxièmement, vous voyez que en dehors de l'Allemagne de l'Est, en Hongrie et en Pologne, on a des événements très importants, des mouvements démocratiques, des grèves, des premières brèches dans le rideau de fer, etc.
avant la célèbre nuit du 9 novembre, il y a aussi donc la chute de Honecker, qui est un petit peu le grand chef de la RDA, le dictateur de la RDA. Il est secrétaire général du Parti communiste est-allemand, le SED. Il démissionne. Donc c'est dans ce contexte où tout est en train d'évoluer, de changer, que les Berlinois monte sur le mur de Berlin dans la nuit du 9 novembre et commence à abattre le mur, à occuper le mur, à taguer le mur, à le détruire à la main avec les célèbres images et vidéos que vous connaissez. Là, attention, la photo que je vous ai mise donc date du 11 novembre, c'est-à-dire un jour et demi après l'événement principal. Donc ensuite, en 1991, c'est la chute définitive de l'URSS qui devient la Russie actuelle. La Russie, donc un régime capitaliste maintenant. Voilà, ça clôt ma série de vidéos sur la guerre froide. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.